Aujourd'hui, on est à Chambord, mais Chambord backstage. Chambord, le travail à toujours refaire, même sur un monument aussi symbolique. Des pierres retaillées, là, démonter les échafaudages. Et qui c'est les gars qui sont sur les échafaudages? C'est moins que pour Rabelais, Chambord, c'est la toute fin de François Ier, finalement, et qui en a presque si peu travaillé que s'ancrer sur cette question du politique. Ça, c'est tellement central pour Rabelais toute sa vie. Et non seulement le politique, mais aussi cette architecture symbolique, ici qui se déploie selon toutes ces zones aussi les plus ésotériques, qui conditionnent le rapport immédiat non seulement au réel, mais à ce qu'on voudrait du monde, à ce qu'on voudrait chambouler ou transformer du monde. Et c'est pour ça que pour moi, presque Chambord, ce serait une construction vivante qui ressemble presque, en tout cas, qui part de la même racine que ce qui nous est tellement compliqué à comprendre dans ces machines ésotériques que sont aussi les livres de Rabelais. Et là, pour le tiers-livre, pourquoi si peu de gens finalement ont lu, se sont immergés dans le tiers-livre? Et c'est pas de votre faute, c'est pas non plus de la mienne, c'est pourquoi c'est si difficile de lire le tiers-livre. D'abord, qu'est-ce que c'est? En 1532, sans doute, lui, ayant globalement arrivant ou passé la quarantaine à Lyon, publie le Pantagruel. 1534 arrive le Gargantua, qui est censé se passer avant, mais où il établit bien ses premiers socles. Ensuite, une phase qui va durer 12 ans, où il est principalement en Italie, en Turin, où il est dans l'équipe diplomatique de celui qui est Guillaume de Langeais, qui exerce le pouvoir au nom de la France. Bon, il ne s'est pas arrêté pour autant. Il y a des écrits techniques, des écrits politiques au nom aussi de Guillaume de Langeais, et il lui sert de plume. Peut-être des écrits même en italien, en toscan, et ça, on n'a jamais retrouvé. Et puis, en 1546, paraît une première version. En 1548, première version embryonnaire du quart-livre. Puis, 1552, mais Rabelais va mourir un an plus tard, l'édition définitive du tiers-livre. Alors, il faut presque se jeter dans le quart-livre pour commencer à voir de quoi il s'agit. Justement parce qu'on dispose aussi de textes qui ont été rassemblés sous le nom de cinquième livre, peut-être des papiers que Rabelais aurait laissés à sa propre fille, Junie, parce que François et Junie, on sait leur existence depuis 1930 avérée par une supplique au pape, retrouvée dans les 526 tomes de suppliques de ces 15 années-là de la bibliothèque du Vatican. En tout cas, ce qui semble, c'est que le tiers-livre, comme le quart-livre, cannibalise un projet de navigation tout autour du monde. Et le cinquième livre, dans ce cas-là, c'est là où s'arrête le quart-livre, mais le rapport est plus compliqué. Et on a l'impression que le tiers-livre, qui se termine par l'embarquement des navigateurs, on s'en va à Saint-Malo, et de Saint-Malo, on va naviguer à l'horizontale, comme savent faire les navigateurs de l'époque. On se fixe sur la même latitude que Olonne-sur-Mer, là où lui-même a vu la mer pour la première fois, et en naviguant comme ça à l'horizontale, on va non pas passer Cap de Bonne-Espérance et les Indes et Ceylan, Cathay, là où commence justement ce territoire d'un envers du monde qui s'appelle l'utopie, mais le rejoindre en ligne droite, en contournant par le nord. Et le tiers-livre, c'est comme si tout à la fin, ça y est, on s'embarquait pour le voyage qui va être celui du quart-livre. Donc c'est comme si sur ce première ébauche dont on ne dispose pas, sauf ces restes dont on a fait le cinquième livre,
il y a le bruit des échafaudages. Mais je me suis mis un petit peu exprès ici à cause de ce bazar, la notion de travail, de reprendre. Puis qui est au rendez-vous, même si on est le 15 mai, c'est mon copain le vent. Donc ça, pour moi, c'est la première difficulté du tiers-livre. On est dans quelque chose qui va raconter, mais grossi à l'échelle de tout un livre, ce qui va se terminer par l'embarquement du quart-livre. Mais tout le contexte est décrit dans un livre dont on ne disposera pas. Et puis commence cette série d'incohérences qui ne rend pas facile la lecture. Où est-ce qu'il commence le livre ? En utopie. Ben ça, c'est la fin du Pantagruel. Dans cet autre côté du monde, là où il a eu victoire contre les Dipsodes, eh bien, il a introduit une colonie. Cette colonie prolifère. Et chez Rabelais, quand ça prolifère, c'est pas de la demi-mesure. Et on va en donner le gouvernement. À qui ? À Panurge. Mais comment Panurge saurait-il gouverner ? Lui qui ne sait en rien se gouverner lui-même. Ça, c'est un thème qui est aussi dans le Gargantua. Alors, Panurge va consommer le blé en herbe. Panurge privilégie les dettes que veiller à la bonne gestion. Mais non, c'est pas comme ça. Et vient cette troisième question. Panurge doit-il se marier ou non ? Alors, ce qu'on a nommé la querelle des femmes, c'est des centaines de textes tout au long de la fin du XVe, début du XVIe, mais c'est une vieille lune à l'époque. C'est pas encore fini, il faut faire attention. Rabelais, quand il utilise cette question, le rôle, les plaisanteries, les farces, l'image de la femme, il est de son temps, et si on compare à Marguerite de Navarre ou Louise Labbé ou d'autres, et non, il n'est pas au premier plan. On y va, ils font du bruit les excavateurs, mais c'est bien aussi. C'est ça là qu'on fait. On fait des travaux, on fait de l'excavation, on fait des échafaudages et on tape dessus pour les enlever. Bon, cette question des femmes, elle est à la fois une sorte de prétexte, parce que en gros, il y a longtemps qu'elle est réglée et que c'est pas de ça dont on parle sur le fond. C'est une sorte d'anachronisme volontaire, mais en même temps, serais-je cocu ou non, cette espèce de leitmotiv, on n'est pas forcé de le trouver très léger. Par contre, la réponse de Pantagruel, sois assuré de ton vouloir. Là, à ce moment-là, on va retrouver un point politique important, un point philosophique important. Et c'est là où la première difficulté du tiers-livre, elle est là. Il faut passer l'obstacle de cette question-là du mariage de Panurge pour entrer dans qu'est-ce que c'est de raisonner d'une question qui a priori est insoluble, ou du moins n'est soluble qu'en passant par cette intériorité, cette volonté, soit assuré de ton vouloir. Alors, au départ, comment on fait pour raisonner ? C'est ça la question. Et c'est moins enthousiasmant, ça récompense moins que les bonnes farces du Pantagruel ou de Gargantua qui pisse sur tout Paris du haut des tours de Notre-Dame. Alors, pour avoir une réponse, comment on fait ? On regarde des vieux livres, on les ouvre au hasard et on regarde le premier mot. On fait ça avec Virgile, ou bien on prend la Bible et comme ça, on va travailler sur le rêve. Ne dîne pas, et puis au matin, viens raconter ton rêve. On va essayer d'interpréter. Donc on interprète des éléments de langage qui sont abstraits, en tout cas qui sont, eux, là, uniquement dans les livres. On va faire ça 4 fois. Et puis ensuite, non, ça ne donne pas de solution. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir ceux qui ont profession liée au langage et à la décision. On va commencer par aller voir la Sibylle de Panzout. Or, Panzout, c'est un tout petit village, on y sera tout bientôt, à côté de l'île Bouchard, tout près de Chinon, c'est-à-dire, disons, à 2 heures de carriole depuis la Devinière, mais eux, il va leur falloir 3 jours. C'est normal, puisque tu viens de l'autre côté, tu viens du fond du monde. Mais alors, 3 jours de carriole pour arriver
de l'autre bout du monde et tu te retrouves où? Eh bien, là, en pleine Touraine, dans ce territoire qui est celui du Gargantua et pas celui du tout de Pantagruel. Alors, incohérence, mais à partir de ce moment-là, on commence d'arpenter. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne du concret. On est vraiment dans le village de Panzoult et on voit la petite chaumière de la Sibylle. Ensuite, on va aller voir dans cet autre bled juste à côté, R. Tripa, l'astrologue, celui qui fait profession. On le paye et avec tout ce que vous voulez comme système de divination, on va en passer en revue 10, 15, 20, 30. Mais pareil, il n'y aura pas de réponse. Il y a un élément de réponse qui, lui, pourrait être... On vous dit que quand les poètes meurent, alors, au dernier moment, enfin, ils se rattrapent de toute leur vie et ils vous disent un petit bout de vérité. Alors, on va aller voir ce Ramina Grobis, qui est un poète en train de mourir. Eh oui, mais là encore, ça restera une énigme. Moralité, on a gagné quoi? On a gagné qu'on arpente un territoire concret, matériel, réel, qui est déjà celui de l'enfance, même s'il est peu probable que Rabelais lui-même soit jamais revenu ici. Et pour clore cette phase, on aura une figure intermédiaire, le muet. Le muet ne dispose pas des paroles, donc il ne sait pas comment faire des paroles qui trompent. Est-ce que le muet est capable de nous donner une vérité supérieure des paroles? Vous verrez que l'interprétation des signes, c'est pas plus évident. Alors, ce sera l'ultime phase du livre. Et ceux qui ont autorité dans la parole. Alors, il y a 4 registres. Le philosophe, le prêtre, le médecin. Il reste quoi? Il reste le fou. Et c'est là où cette ultime partie du tiers-livre, elle peut être littéralement fascinante. Parce que le philosophe, ça, on va se le faire là, en vidéo, ici, à Chambord, ça ne donnera rien. Oui ou non, les deux se valent. Le théologien, il est entièrement conditionné par ces savoirs réifiés de la religion, qui sont précisément ce qu'on dénonce, et si on prend un contre-pied, les bûchers ne sont pas loin. Le médecin, vous prenez déjà chez Molière, 50 ans après, un peu plus, c'est un savoir à la médecine? Non. Donc on va être dans la critique sociale. Le juge, il tire le jugement au dé. Donc l'autorité de la parole ne fait que distordre encore plus la possibilité de cheminer vers un savoir certain. Reste quoi? Reste le fou. Alors le fou, il est avant le médecin, le philosophe, le théologien et le juge. Donc normalement, il est vers le muet, puisque lui, c'est la tête qui ne va pas. Alors, avant de passer à ce quatuor de la fin, qui est logique, qui ne peut pas être ailleurs dans le livre, le prêtre, le théologien, le médecin, le philosophe, le juge, donc ce bloc des 4 qui termine le livre, le médecin, le théologien, le philosophe, le juge, c'est avant le fou. Donc on l'envoie chercher. Où ça? C'est Triboulet. Triboulet, c'est le bouffon du roi François Ier. Alors, apparemment, pareil, c'est une période un petit peu avant Chambord, mais Blois, là, c'est juste à vol d'oiseau. On envoie chercher le fou du roi. Et figurez-vous que le fou du roi, pour venir, c'est rien du tout sur la Loire, c'est en sens du courant, pour venir de Blois jusqu'à Chinon, il va mettre lui aussi 3 jours. C'est-à-dire que entre le moment où on décide de le faire chercher et le moment où il arrive, on aura casé nos 4. Et une fois tout fini, qu'est-ce qui reste? Enfin le fou vient. Alors ça aussi, c'est une incohérence narrative, mais qui est parfaitement fondée. Alors c'est ça qui est intéressant dans le tiers-livre.
On voyage. Dans quoi on voyage? Mais on voyage dans les instances de la parole, on voyage dans les instances de comment le langage t'aide à te comporter toi-même par rapport à un contexte. Sur le corps, sur la religion, sur la philosophie, sur tout l'ensemble des savoirs, de l'astronomie, de la divination. Est-ce qu'on est capable, nous, aujourd'hui, de se dire, ce voyage, on le fait en considérant que c'est chacune de ces étapes qui est autonome et qu'on va d'une étape à une autre étape en y trouvant notre récompense et que le reste, qu'importe le reste. Je prends une autre incohérence célèbre, c'est pas, il n'y a rien de ce que je raconte là, ou que ce soit, qui soit de mon invention, ou non, on a Panurge. Panurge, c'est Pantagruel qui le rencontre, le fils de Gargantua. Gargantua, quand il y a la guerre avec Picrocole, il rencontre Frère Jean. Comme c'est le deuxième livre, Frère Jean des Entomures, va avoir vis-à-vis de Gargantua un rôle symétrique de celui qu'avait Panurge vis-à-vis de Pantagruel dans le premier livre. Et bien tout d'un coup, ce qu'on sait, c'est que Gargantua vit 400 ans avant Pantagruel. Eh bien, dans le tiers-livre, on est revenu à Pantagruel et Panurge, et tout d'un coup, qui se trouve face à Panurge? Frère Jean. Jean et Panurge sont face à face, alors qu'ils ont vécu à 400 ans de distance. Or, qui est capable d'enjamber ces générations? Les géants. Nous, les hommes ordinaires? Non, on le sait bien. Donc, tout d'un coup, Rabelais, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai pas le droit ou j'ai... Ben si, il prend le droit. Il met Frère Jean et Panurge face à face, et tout d'un coup là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on parle de l'âge, et non seulement on va parler du temps et du vieillissement, mais c'est Frère Jean qui, avec 400 ans d'avance, va déchiffrer dans la barbe de Panurge le gris et le blanc qui... parce qu'ils sont les marques de l'âge, dessinent une map monde étrange, parce que c'est une carte du monde où il y a l'utopie, c'est-à-dire le pays où ils sont censés être, même s'ils marchent maintenant à l'envers du monde, mais il n'y a pas l'Amérique. Or, précisément, le quart-livre s'appuie sur les voyages de Jacques Cartier, et donc un franchissement où on sait qu'en face, il y a l'Amérique. Alors tout ça, c'est étrange, mais qui est-ce que ça dérange d'entre nous que tout d'un coup, deux figures de livres, Panurge puis Frère Jean, livre paru à 2 ans de distance, tout en disant que le deuxième se situe 400 ans avant l'autre, qui ça dérange que les deux bouffons soient face à face? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont s'apostropher, et ça aussi, on va se le faire, ce texte. Couillon gentil, couillon truc, couillon moisi, couillon flétri, etc. etc. C'est-à-dire que l'incohérence de la situation, Rabelais la renverse comme élément structurant. Voilà, c'est ça le tiers-livre. Et si vous pensez ça comme traversée de 3 strates principales du rapport que chacun de nous entretient au langage et du statut du langage dans sa fonction, y compris d'autorité par rapport au monde, à ce moment-là, plongez-y dans le tiers-livre. Ouais, c'est un sommet. Est-ce qu'il faut craindre les livres difficiles à lire? C'est pour ça que je suis venu à Chambord.